Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast 100% sur le soccer nord-américain, le football nord-américain. Aujourd'hui, donc, je suis rejoint par un des co-rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony De Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Ben écoutez, aujourd'hui, malheureusement, Antoine Latran n'est pas disponible. On est le 4 juin, donc le jeudi 4 juin. On enregistre un peu à l'avance cette semaine. Donc voilà, on voulait juste vous parler un peu de ce qui s'est passé dans l'actualité de la MLS dernièrement. Vraiment, on va se concentrer sur la MLS parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont sorties dernièrement et puis c'est important de revenir chronologiquement un peu sur tout ce qui s'est passé. En tout premier, on savait bien évidemment qu'il y avait des négociations entre la MLS et le syndicat des joueurs, donc la MLSPA, pour un possible retour au jeu. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de choses officielles qui sortaient. Il y avait vraiment beaucoup plus de rumeurs à droite et à gauche. On avait parlé d'un tournoi à un moment donné. Ça a échangé de ville pendant plusieurs semaines. Et puis finalement, de plus en plus, on voyait les rumeurs qui parlaient du tournoi à Orlando. Puis finalement, soudainement, on a vu que le syndicat des joueurs de la MLS a envoyé un tweet sur Twitter en disant que ils ont fait une proposition à la MLS, une proposition officielle à la MLS pour un retour au jeu dès 2020. Juste après, on voit qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et j'ai pas vu quelque chose d'officiel de la part de la MLS, mais vraiment beaucoup plus de rumeurs disant que les propriétaires de la MLS voulait faire un lockout. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un lockout, c'est vraiment... il y a la différence entre la grève et le lockout. La grève, c'est quand les employés font une grève, donc veulent pas jouer. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été les joueurs qui veulent pas jouer. Mais un lockout, c'est le contraire. C'est quand les propriétaires ne veulent pas que ça marche. Les employeurs ne veulent pas revenir au jeu, tandis que les employés, donc dans ce cas-là, les joueurs veulent revenir au jeu. Donc, il y a eu une menace d'un lockout de la part des propriétaires de la MLS parce qu'ils n'étaient pas très contents avec ce que la MLSPA, donc le syndicat des joueurs, proposait. Il paraît qu'ils étaient loin d'un accord. Puis finalement, il y a juste quelques jours de ça, il y a eu finalement un accord pour une nouvelle convention collective. On savait que la convention collective a été signée au début du mois de février, mais là, ils ont dû bien évidemment changer quelques petites choses vu à cause de toute la situation et ils ont re-signé un nouvel accord qui sera en vigueur jusqu'en 2025. Cet accord-là donne quelques officialisations. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails sur ce qui va se passer en 2020. Par contre, ils disent qu'il y a une reprise de la saison en 2020. Donc, ça, c'est sûr. Il y aura une reprise de la MLS en 2020. C'est officiel. On le sait, c'est sûr et certain. Ça, c'est dans la convention collective entre les propriétaires de la MLS et le syndicat des joueurs. La deuxième chose qu'on sait, c'est que c'est une entente qui est là jusqu'en 2025, donc c'est sûr que tout ce qui avait été décidé dans le passé devait être là. On n'a pas vu encore la copie officielle. Donc voilà quelques petites choses qui sont quand même assez intéressantes. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, mon cher Anthony? Ça a pris du temps, hein? C'est comme... je comprends pas c'était quoi le but des propriétaires de créer ce genre de pression-là. Peut-être que les joueurs demandaient trop, mais d'un autre côté, ils perdent de l'argent à rien faire. Donc, comment ça se fait que ça a pris autant de temps, selon toi? Ouais, j'ai l'impression que tout le monde, chaque partie en voulait plus de leur côté. Je pense que les propriétaires là, vivent un moment assez difficile au niveau monétaire et tout. On le sait, souvent les propriétaires, c'est des personnes que leur argent est pas seulement dans le soccer, donc également peut-être dans leur entreprise respective. Ça ne doit pas toujours très bien aller. Et du côté des joueurs, je les comprends que
y en a certains en MLS, là, ceux qui gagnent le moins cher, là, c'est des salaires assez normaux, comme pratiquement parfois comme monsieur et madame tout le monde. Donc, une diminution d'un certain pourcentage peut avoir un grand impact sur leur vie. Et c'est surtout qu'au final, c'est eux qui risquent leur santé. On le sait, c'est des personnes qui sont en très bonne santé, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On en avait parlé également avec Antoine là, dans les dernières semaines. Les personnes qui ont des familles, ça va être difficile. Les membres du staff qui ont un âge qui est à risque, c'est également difficile. Donc, vraiment, j'ai l'impression que au moins, là, ils se sont rapprochés de... chaque partie a fait un effort et c'est bien, on va avoir du soccer sous peu, mais j'espère que même si la convention collective elle a été re-signée, j'espère quand même là, que ça va respecter les limites de chacun. Là. J'aimerais pas qu'un joueur ait joué et que lui ressente un risque pour sa vie et au final n'ait pas le plaisir de jouer au soccer parce qu'au final, on regarde ça pour le plaisir et si les joueurs n'en ont pas sur le terrain, ben, je suis sûr que ça va se répercuter dans les performances et dans le spectacle. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on va voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Par contre, il y a eu plusieurs réactions, Anthony, par des joueurs. Commençons un peu l'entrevue qu'a donné Jeff Larentowicz. Je ne me rappelle plus à quel média, malheureusement. Mais Jeff Larentowicz, donc le joueur qui a été si important lors de la conquête du titre d'Atlanta il y a 2 ans. Parle-moi un peu de ce qu'il a dit, Larentowicz. Tu peux rentrer bien évidemment dans les détails. Il y a plusieurs choses extrêmement intéressantes dans cette entrevue. Je vous conseille d'aller l'écouter, que ce soit en vidéo ou même lire. Il y a plusieurs articles qui sont sortis là-dessus. Jeff Larentowicz fait partie, si je me trompe pas, de ceux qui étaient vraiment impliqués dans les négociations entre l'association des joueurs et la MLS, donc les propriétaires. Parle-moi un peu de ça, Anthony. Oui, en fait, dès le départ dans l'article, qui est du média AJC, donc c'est un média là, qui vient d'Atlanta, il y a tout de suite, l'article commence et ça dit que Larentowicz dit que Don Garber, le commissaire de la Ligue, là, en faisant la menace de lockout, c'était pratiquement de l'intimidation selon lui. Donc, vraiment, il n'a pas apprécié comment je pourrais dire ça, les leviers de la Ligue de menacer par un lockout, des choses comme ça. Le fait qu'ils mettent une clause de force majeure également, il n'a pas vraiment senti que la Ligue travaillait pour les joueurs. Et c'est surtout, on réalise que malgré la convention collective, vraiment, il reste des questions à répondre. Comme le dit le milieu de terrain d'Atlanta, là, il a dit on ne sait pas comment on va jouer, on ne sait pas où. En fait, oui, ils savent où à Orlando, mais ils ne savent pas où ils vont résider vraiment. Ça va être quoi la situation, ça va être quoi le contexte? Est-ce que tout le monde va avoir la chance d'être testé? Comment ils vont s'entraîner? Comment ils vont arriver là? Donc, c'est des points inquiétants, mais également là, du côté du partisan, on a eu des dates, donc ça nous en dit un peu plus sur le tournoi Orlando. Selon Larentowicz, là, les équipes vont commencer à arriver à Orlando le 24 juin pour commencer le 9 juillet. Et en lisant cet article-là, moi, il y a eu une petite problématique qui m'est arrivée en tête, là. C'est le fait que les équipes canadiennes, ça se peut qu'ils arrivent limite pour le tournoi parce que si vous ne le saviez pas, là, les frontières canado-américaines sont fermées minimum jusqu'au 30 juin. Donc, ça met il y a une petite fenêtre de 8-9 jours pour arriver à destination et on ne sait pas si cette date-là va être encore repoussée. Donc, reste à voir si les équipes canadiennes vont pouvoir y participer. Je suis pratiquement sûr que oui, là, la MLS va trouver une solution, mais quand même, il reste quand même beaucoup de questions à répondre et c'est pas parce que la convention collective est là que
que tout le monde est satisfait. On voit qu'il reste, il reste beaucoup d'inquiétudes du côté des joueurs parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quand même leur santé qui est en jeu. Comme disait Larentowicz, la Ligue a quand même 2000 vies entre leurs mains, là, donc il faudrait quand même qu'ils soient responsables et c'est la santé avant tout. Je sais pas, toi, dans l'article, si tu avais noté d'autres points importants. Oui, il y a beaucoup de points très importants. En premier, il dit que, en fait, ils disent que le 24 juin, les équipes pourront commencer à arriver. Il a même dit que Atlanta serait une de ces équipes-là qui viendrait au début du mois de juillet et ne viendrait pas dès le 24 juin. Donc, pour les équipes canadiennes, ils pourraient peut-être commencer à s'entraîner ici, puis rejoindre les autres à Orlando un peu plus tard. Tout comme Atlanta, comme il dit par rapport à Atlanta. Il y a plein d'autres points que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé quand même assez intéressant. La première chose, c'est qu'il dit que les joueurs qui ne viendront pas seront sujets à des amendes. Il y a une possibilité que ce soit des amendes à ce moment-là parce que c'est l'association et le syndicat des joueurs de la MLS qui a convenu de ça. Donc ça veut dire que ils ont quand même cette obligation de venir à ce tournoi-là. Après, c'est sûr, je pense que tout va revenir aux propriétaires en tant que tels. Est-ce qu'ils veulent vraiment... il y a peut-être des propriétaires qui vont refuser de donner des amendes ou quoi que ce soit. Bref, beaucoup de questions qui restent en suspens. Il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette entrevue-là. Larentowicz a dit quelque chose comme quoi... c'est pas le tournoi, il y aura les matchs du tournoi feront partie de la saison régulière. Par contre, la saison régulière ne va pas se finir lors de ce tournoi-là à Orlando. Donc, c'est possible. Le problème, c'est que on n'a pas encore de détails par rapport à ça. Il y a plusieurs sources différentes. Larentowicz a dit que Garber a juste mentionné qu'il y aura à peu près 9 matchs restants à la saison après coup. Après la fin de ce tournoi-là, tandis que il y a d'autres personnes qui font partie du board des décideurs de la MLSPA qui ont dit non, on comprend pas. On avait décidé que c'était 8 matchs aller, 8 matchs retour qui devraient rester, donc 16 matchs qui devraient rester après la fin de ce tournoi-là. Donc bref, il y a plusieurs choses, comme tu l'as dit, Anthony, il y a plusieurs choses qu'on n'est pas très sûr où on s'en va encore. Il n'y a pas de plan encore clair, net et défini. Ce qui est normal, on est encore au tout début, aux prémices de ce tournoi-là. Il y a encore le temps, si jamais les équipes vont commencer à arriver en date du 24 juin, en date d'aujourd'hui, il reste une vingtaine de jours. Donc moi, je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, donc la semaine du 8 juin, on va en savoir un peu plus par rapport à ça. Donc peut-être dans le prochain podcast, on vous en parlera, ça c'est sûr. J'aimerais aussi parler, parce qu'il y a un autre joueur aussi qui fait partie de ce board-là, de la MLSPA, qui a parlé, Daniel Lovitz, le défenseur gauche de Nashville maintenant, et qu'il a dit que ça a été très frustrant, toute cette discussion-là. Ça a été très difficile de revenir à la table de négociation. Il y avait beaucoup de manque de respect de la part des propriétaires de la MLS. Il a vraiment pas aimé comment ça s'est passé. Au lieu de tous travailler ensemble, main dans la main, ils étaient vraiment comme s'ils travaillaient l'un contre l'autre. Et il s'attendait pas à ça. Et il a dit une autre chose, et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu touché. Il a dit que j'espère qu'avec le temps, les blessures pourront se refermer, mais c'est très, très difficile. C'est très, très difficile parce qu'il y a des blessures qui sont encore béantes et bien ouvertes et qui font encore mal en date d'aujourd'hui. Il a dit, moi, personnellement, ça va me prendre beaucoup de temps avant de surmonter ce qui vient de se passer. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Et on pensait pas à autant d'adversité avec ce genre de commentaires. Donc bref, beaucoup de choses qui ont été dites derrière dans les coulisses. Puis ça a l'air que les joueurs sont tous très très affectés. On a vu le ton de Jeff Larentowicz. C'est la même chose avec le ton de Daniel Lovitz qui a l'air très très déçu de tout ça. Donc voilà. Par contre, il termine sa petite entrevue avec Ben Wright.
il dit que je suis très fier d'avoir conclu tout ça. C'était une belle expérience pour moi. Et puis, j'ai senti que j'ai combattu, en fait, pour mes collègues, donc pour les joueurs. On a combattu ensemble. Il y a beaucoup de liens qui se sont tissés entre les joueurs. C'était une situation difficile, mais je vais quand même donner le bénéfice du doute aux propriétaires. Par contre, il y a certaines choses qui ont été dites qui n'auraient jamais dû être dites et qui sont qui vont prendre du temps à surmonter. C'est quand même bizarre hein, de voir tout ça, hein, Anthony, comme quoi c'est quand même des mots très très forts de la part des joueurs. On s'entend que oui, c'est un syndicat des joueurs et ainsi de suite, mais n'empêche, ils sont en train de parler vraiment envers leurs employeurs. C'est quand même fou. C'est quand même fou de voir ce genre de réaction, n'est-ce pas? Ouais, j'ai l'impression que les joueurs se sont vraiment sentis abandonnés. Et c'est ça, j'ai l'impression que peut-être la MLS et les propriétaires en voulaient un peu trop au départ. Puis ça, je pense que le fait que ce soit les joueurs que veulent pas que ce soit eux qui vont effectuer les matchs et tout, ils ont des familles. Donc, vraiment, j'ai l'impression que la Ligue, au départ, a peut-être pas beaucoup pensé à ces joueurs dans leur idéal de reprise. Et c'est ça, je comprends les joueurs que ça soit assez frustrant parce que veux pas, c'est la Ligue qui met des restrictions quand même importantes au niveau des joueurs et par après, c'est les joueurs qui doivent vivre avec, c'est eux qui doivent créer le spectacle et tout. Donc, c'est sûr, ça va être assez frustrant au niveau des joueurs. Puis moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai une pensée pour eux, là, et j'espère que ça va s'améliorer. La convention collective a été réglée, mais il reste beaucoup de points, il reste beaucoup de questions à répondre. Donc, moi, de mon côté, j'ai pensé aux joueurs là, dans les prochaines semaines, c'est certain. Là. Ouais, c'est sûr, ça va être difficile pour les joueurs. Tu l'as mentionné lors du dernier épisode, qui était très bon d'ailleurs, avec des joueurs, par exemple, où tu as des couples, où tu as un joueur et une joueuse. Donc, tu as parlé de Sidney Leroux et c'est qui son mari? Dom Dwyer. Et Dom Dwyer. Donc, qui va s'occuper des enfants? Après, Dom Dwyer, c'est quand même un joueur désigné. Donc, enfin, plus maintenant, mais il a été joueur désigné. Il a encore un salaire quand même assez élevé d'un TAM. Je pense qu'ils peuvent se payer quelqu'un pour venir garder leurs enfants. Là. Ouais, c'est surtout le fait qu'il y ait au moins un parent présent. C'est quand même important. Là. Une gardienne pendant 2 mois, ou un gardien, c'est quand même très... ça va être dispendieux, surtout pour l'enfant, très difficile. Donc, les deux sont très, très importants à leur club. Reste à voir, peut-être ça va jouer au niveau de l'amende. Ouais, je sais pas. En tout cas, t'as complètement raison. C'est difficile et tu as bien fait de le mentionner. En tout cas, on est avec les joueurs, on est avec tout le monde en fait. On a envie de voir du soccer, on a envie de revoir du soccer et de revoir la MLS. Par contre, c'est sûr que on pense à ces joueurs-là. Après, finalement, il faut trouver un moyen de retourner au jeu. Toutes les ligues sont en train de le faire. Il faut juste trouver la bonne façon. Et on va voir ce que la MLS va pondre ou va sortir dans les prochains jours par rapport à ce tournoi à Orlando. Il y a même des rumeurs qui annoncent que c'est possible que la saison régulière se joue en 2020. Par contre, qu'il y a des possibilités que les séries éliminatoires, donc les playoffs, se jouent en janvier 2021. Ça peut être quelque chose aussi d'assez intéressant. Je sais pas comment ils vont faire pour jouer en janvier 2021, si ce sera aussi sans foule ou quoi que ce soit. Bref, beaucoup de questions encore, beaucoup de questionnements. La seule chose dont on est sûr, c'est que le soccer de MLS revient. Il va revenir très bientôt et on a tous très, très, très hâte. Donc voilà, par rapport à ça, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, mon cher Anthony. Peut-être la seule petite chose que je rajouterais, c'est au niveau de décaler la saison 2021. Faut vraiment penser aux prochaines saisons également. Faut pas trop tout chambouler parce que rendu là, si les séries continuent en 2021, c'est la ligue, c'est la saison 2021 qui va être repoussée. Pas vraiment, ça fait en janvier, pas vraiment, parce que c'est ça, il parle de janvier 2021. Donc au mois de janvier en 2021, d'habitude la saison commence au mois de mars, donc début mars. Donc tu auras un mois de repos, donc tu auras février de repos, puis là en mars tu reprends. Je sais pas, c'est possible, mais c'est difficile, t'as raison. Ça se fait, ouais.
ça se fait, mais c'est très tight parce qu'il faut penser aussi qu'ils doivent revenir en camp d'entraînement, il faut recommencer un peu le tout, comment ils vont faire avec les contrats, bref, il y a plusieurs questions qu'il faudra se poser. En tout cas, on n'en est pas là, c'est des rumeurs, et on va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Donc voilà par rapport à cette reprise qui on devrait avoir beaucoup plus de détails lors du prochain épisode. On va parler aussi d'autres choses. On en a glissé un mot dans les derniers épisodes par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport au racisme qui est en train de se dérouler avec, bien évidemment, la vidéo choquante d'un policier qui met son genou sur le cou d'un homme noir et malheureusement, cet homme-là est mort. Depuis, il y a beaucoup de mouvements. Je suis sûr que vous suivez tout ça. Il y a des mouvements à travers tout le pays, tous les États-Unis, mais même à travers le monde, qui dit que Black Lives Matter, donc comme quoi la vie de quelqu'un qui est noir, elle est importante aussi. On a vu beaucoup de messages de soutien des joueurs de la MLS, beaucoup de personnalités, mais nous, on s'occupe un peu de la MLS. Beaucoup de joueurs de la MLS, des entraîneurs comme Thierry Henry, comme Ebo Bissé, Larea. En tout cas, il y en a plusieurs qui parlent. Même Patrice Bernier qui a parlé de ça, qui ont tous parlé que ils ont tous vécu des moments qui peuvent être qualifiés de profilage ou de racisme. Dépendamment du mot que vous voulez utiliser, dépendamment des situations. Et c'est quand même dommage de voir ça en 2020, je trouve. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus avant qu'on parle vraiment du sujet qui nous intéresse. Ben, c'est sûr que c'est désolant et je pense que le problème était déjà là. C'est pas qu'un crime injuste soit commis sur une personne ainsi. Ça prenait quelque chose pour le déclencher. Ça a été déclenché, mais c'est sûr que les mots étaient déjà là et au moins ça le fait réaliser à l'ensemble de la population, là, mais il reste beaucoup de travail à faire et j'ai hâte qu'on y arrive tout ensemble. Là. C'est vraiment un problème de société, puis c'est pas juste aux États-Unis. J'ai vu un témoignage d'Assun Camara lorsqu'il était en France. On voit des témoignages de personnes au Canada, donc faut pas non plus seulement regarder les États-Unis en disant que les choses vont mal là-bas. Je pense que c'est un mal qui est planétaire et c'est vraiment c'est pas seulement vis-à-vis les Noirs, c'est également vis-à-vis toutes sortes de races. Donc c'est un sujet assez sensible et je pense que va falloir le régler le plus tôt possible. Il est déjà trop tard selon moi. Donc faudrait c'est vraiment dommage qu'est-ce qui se passe depuis pratiquement depuis de trop longues années là. Ouais, effectivement, ça dure depuis trop longtemps et puis je trouve vraiment aberrant de voir ce qui se passe maintenant. Par contre, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. J'aimerais juste parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement. La femme de Alexander Kataï, donc Théa Kataï, qui sur Instagram a fait une histoire, une story, où elle montre une photo d'une femme noire qui s'enfuit avec une boîte d'espadrilles, de souliers de la marque Nike et elle dit, elle écrit dessus Black Nikes Matter, qui veut dire que c'est les chaussures qui importent. Les chaussures noires qui importent au lieu pour revenir au hashtag qui est Black Lives Matters. C'est un tweet c'est une story qui a beaucoup fait réagir. Très, très maladroit de la part de Théa Kataï. Même si, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de profiter des manifestations pour vandaliser et pour aller voler des affaires de magasins et ainsi de suite. Et ça, c'est de toutes les races qui sont en train de faire ça. Puis c'est vraiment une poignée de personnes qui ne comprennent pas que, en fait, toutes ces manifestations sont supposées être pacifiques, sont supposées être une sorte de façon de montrer qu'on est tous soudés ensemble et voir des profiteurs en profiter comme ça et après voir la femme d'un joueur venir faire ce genre de remarques-là. Je trouve ça vraiment ridicule.
directement, le LA Galaxy a réagi avec un communiqué qui dit que aujourd'hui on a été mis au courant d'une série d'actes racistes et violents sur les médias sociaux postés par Thea Katai. Ils ont demandé directement à ce qu'elle enlève toutes ces choses-là des médias sociaux, mais aussi ils ont dit qu'ils vont se rencontrer aujourd'hui avec Alexander Katai, donc son mari, aujourd'hui même le 4 juin, et ils vont faire un meeting pour déterminer quelles sont les étapes à suivre après. Est-ce que pour toi c'est maladroit ou est-ce que pour toi c'est inacceptable? Rendu là, la maladresse. Elle est là, mais c'est surtout inacceptable. Vraiment, j'ai vraiment été choqué quand j'ai vu ces comportements-là. Moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut punir un joueur pour les agissements de sa famille? C'est vraiment choquant qu'est-ce qui s'est passé, là, surtout avec les événements actuels. Vraiment, rendre ça la blague, c'est vraiment inacceptable. Faut pas que ça soit toléré. Mais c'est ça, j'ai vu les excuses du joueur. J'espère qu'ils sont sincères. Mais c'est ça, rendu là, je sais pas comment la Ligue va prendre ça parce que rendu là, tu punis un joueur pour les agissements de quelqu'un d'autre. Mais c'est clairement inacceptable et il ne faut plus que ça se reproduise. Femmes de joueurs, famille de joueurs, même à l'extérieur des joueurs, là, peu importe. Genre, voir ça aujourd'hui, surtout avec les événements très, très, très tristes qui sont arrivés récemment, là, c'est juste pas acceptable et on devrait plus voir ça aujourd'hui. Là, c'est choquant. Ouais, effectivement, c'est choquant. Et puis, tu sais, je comprends ton point que c'est quand même bizarre de voir un club punir un peu un joueur pour les propos de sa femme. Mais écoute, je suis désolé. Sa femme devrait être au courant que quand elle parle d'elle-même, elle parle aussi pour son mari. Elle a une certaine responsabilité envers le travail de son mari, qui est un travail public. En étant un travail public, à ce moment-là, il faut faire attention à ce que tu dis. Et arriver là, écoute, c'est pour ça que les joueurs sont payés très très cher parce que ce genre de choses-là ne peuvent pas sortir de la part de joueurs et de leur environnement. Ils ne peuvent pas, et c'est une raison parce qu'ils sont scrutés à la loupe, parce que ils n'ont pas le droit d'avoir des opinions publiques comme ça, parce que chaque opinion qu'ils vont dire va être scruté à la loupe et va être suivi et va créer beaucoup de problèmes ou bien beaucoup de choses positives. Hein. Il y a des fois où il y a des choses qui sont dites qui sont très positives et qui peuvent beaucoup aider. Donc, il faut remarquer dans quel contexte tu es et sa femme doit être au courant qu'elle est dans un contexte extrêmement médiatisé, que son mari est là dans un contexte extrêmement médiatisé et qu'il faut faire attention à ce qu'elle dit. Donc, pour moi, je pense que dès que son mari a signé son contrat de joueur professionnel, son premier contrat, surtout dans une ligue aussi médiatisée, dans un sport aussi médiatisé, tu arrives à un moment, ça vient avec des responsabilités et c'est à toi de les connaître. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, je comprends ton point de vue. Je pense que les deux côtés sont bons. Là. Je serais pas frustré si je vois qu'il est pénalisé. Là. J'espère seulement qu'il ne partage pas les avis de sa femme. C'est ça le principal. Là. Mais c'est sûr que oui, tu dois un joueur a une image publique à garder. Il représente des valeurs. Souvent, il y a des jeunes enfants qui regardent les joueurs comme leurs idoles et ils suivent leur façon de vivre. Donc, c'est sûr que voyant des propos comme ça dans son entourage, ça ne doit pas arriver. Mais rendu là, moi, je me questionne également sur l'avenir de sa carrière en MLS parce que je ne suis pas certain si les partisans du Galaxy là, vont le pardonner pour cette offense parce que veut pas comme tu dis là, c'est l'entourage du joueur qui est questionné. On parle souvent dans le milieu du soccer de l'entourage des joueurs que parfois c'est négatif et là je pense qu'on a un des meilleurs exemples pour le voir là.
Ouais, effectivement, tu as très bien résumé tout ça. Effectivement, l'entourage peut ramener des choses, des ondes positives, des choses positives et des fois, il ramène des choses négatives. Et voilà, c'est un des meilleurs exemples. En tout cas, on espère que et Alexander Kataï et sa femme aient compris le message. D'un autre côté, on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se dérouler? Quelle va être la décision du Galaxy? J'ai même vu des supporters qui ont demandé à ce qu'il soit purement et simplement renvoyé. Donc, ça va jusque-là. Faudra voir exactement ce qui va se passer et quelle sera la décision du Galaxy. C'est sûr que si jamais, c'est sûr que le fait de commencer à huis clos, peut-être que c'est une bonne chose pour Kataï si jamais il reste au club. En tout cas, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Donc voilà pour ce premier segment actualité du podcast Culture Soccer. Et là, on va s'amuser un peu, Anthony et moi, comme on aime le faire de temps en temps. On a décidé d'un sujet un peu différent et on a voulu trouver un moyen de s'amuser. Donc, on aimerait parler de trois joueurs qui vont surprendre en MLS en 2020 parce qu'on sait que maintenant il va y avoir une saison. Trois joueurs qui vont nous surprendre. Donc, moi, personnellement, j'ai pris 3 recrues. Toi, tu as pris plus des joueurs qui vont mieux performer cette année, je suppose, Anthony. Donc, je te laisse commencer avec ces 3 choix, puis m'expliquer pourquoi, puis je réagirai par rapport à ça. Puis après, moi, je donnerai mes 3 choix et tu réagiras par rapport à ça aussi. Donc, je te laisse commencer, Anthony, avec tes 3 joueurs en MLS qui vont surprendre cette année en 2020. Parfait. Ben oui, ben moi, mon premier joueur, tu le connais très bien, c'est Maximiliano Urruti, le buteur argentin de l'Impact. C'est un joueur là, que dans les dernières années, surtout l'année dernière, je crois que les partisans de l'Impact, il y en a certains qui ne l'aimaient pas. Et ça fait depuis 2017 qu'il n'a pas atteint la barre des 10 buts là, par saison. La dernière fois, c'est lors de la saison 2017 et il en avait marqué 12. Donc, dernièrement, les productions n'ont pas été là. Il était meilleur au niveau des passes décisives. Mais vraiment, j'ai l'impression que cette année, avec l'arrivée de Thierry Henry, là, on a vu que, par exemple, lors des 2 premiers matchs, là, vraiment, c'est un joueur transformé. Il a inscrit 3 buts, une passe décisive. Donc, c'est un joueur qui semble beaucoup plus en confiance. Donc, j'ai l'impression qu'il peut en surprendre plus d'un là, lors de cette saison 2020, même si elle va être raccourcie quelque peu. Donc, ouais, mon premier joueur, c'est Maximiliano Urruti. J'ai l'impression là, que Thierry Henry l'a un peu transformé. Il lui a peut-être donné un bon petit flair de buteur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, je ne sais pas si tu as un avis sur ce joueur-là également. Oui, c'est sûr que j'ai un avis sur ce joueur-là. Moi, j'ai été un gros défenseur de Maximiliano Urruti depuis qu'il a rejoint l'Impact de Montréal, même quand il a eu ces moments quand même très difficiles où il avait du mal devant le but et ainsi de suite. Ça reste un joueur que j'aime bien, qui travaille beaucoup. Ça a l'air qu'avec Thierry Henry lui a donné beaucoup plus un rôle pas de buteur, on va dire, mais il lui permet de tirer beaucoup plus. Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme une demande de la part de Thierry Henry. Tire au but, vas-y, tente. Tandis qu'avant, c'était beaucoup plus... il tirait beaucoup moins. Maintenant, on voit Urruti tenter des tirs, puis ça lui réussit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il va finir avec 25 buts? Je pense pas. Mais est-ce qu'il va atteindre 10 buts? Ben, si tu as déjà 3 buts en 2 matchs, c'est déjà... Ça a très bien commencé, puis... en tout cas, j'ai hâte de voir si jamais ça va se poursuivre. Je m'attends pas à ce qu'il garde le même rythme. Il a déjà 3 buts en 2 matchs en MLS. Je doute qu'il garde le même rythme. Mais encore 7 buts pour les prochains matchs. Je sais pas combien il restera de matchs encore en MLS, mais je pense que c'est quand même assez faisable qu'il atteigne la barre des 10 buts cette année. Oui, si on garde l'élan qu'il a eu, là, 3 buts en 2 matchs, ça ferait
Ça ferait, je pense, 50 buts en 34 matchs si la saison avait été pleine. Donc, il aurait sûrement fini meilleur buteur. Non, mais non, je niaise, mais mais je pense vraiment qu'il peut en surprendre plus d'un. S'il garde la version 2020 de lui et pas celle de 2019, vraiment, là, il peut peut-être en prendre un peu plus sur ses épaules au niveau de la production de buts. Sinon, mon deuxième joueur, c'est un joueur que j'ai souvent parlé au podcast ou même en article. C'est un joueur que j'adore, le Trinitéen, l'international, le Trinitéen, Kevin Molino. Il a un peu disparu des radars depuis 2017, souvent blessé, il a eu plusieurs blessures au genou, donc des blessures assez graves. Et vraiment, c'est ça, en 2019, il était revenu à la mi-saison. Ça s'était bien passé et tout, mais vraiment, là, en ce début de la saison 2020, il est apparu une fois dans l'équipe de la semaine de la MLS. Ses 2 buts et une passe décisive en seulement 2 rencontres. Donc, il est déjà à un seul but d'atteindre sa production de 2019. Donc, c'est très bon. Et vraiment, dans les 2 premiers matchs, on a vu le Kevin Molino, là, la passion qu'il avait, la technique qu'il a, ça m'a fait penser à sa saison 2016 à Orlando, là, où est-ce qu'il avait fait 11 buts et 8 passes décisives. Donc, vraiment, là, ce Kevin Molino, j'ai très hâte de le voir à Orlando. Justement, hein, il retourne dans la ville qu'il a fait découvrir au public américain et au public nord-américain, en fait. Donc, ça serait magique qu'il retrouve sa forme lorsqu'il était à Orlando. Donc, vraiment, c'est un joueur que j'adore et j'espère qu'il va me surprendre en 2020. Effectivement, et tu en parles assez souvent de Kevin Molino parce que c'est un joueur qui a fait partie d'Orlando avant qu'Orlando rejoigne la MLS. Bien évidemment, il a été excellent. Puis il a suivi Orlando en MLS. Il a fait aussi 2 excellentes saisons, Kevin Molino. Malheureusement, comme on l'a dit, il est souvent blessé. Cette année avec Minnesota, il avait très bien commencé, je pense en 2017 avec Minnesota ou 2018 avec Minnesota, où il a eu une très très bonne année, mais bon, l'année passée, il a été blessé pendant la plupart de la saison. Moi, c'est un joueur que je trouve très, très bon, qui est capable d'occuper tous les postes de l'attaque, pas en tant qu'attaquant de pointe, mais plus en tant qu'attaquant de côté. Il a la préférence de jouer à droite. Par contre, il est capable de jouer à gauche. Et puis, dernièrement, avec Adrian Heath, il est en train de le faire jouer un peu derrière l'attaquant. Donc, c'est quand même assez intéressant de le voir là, Kevin Molino. Je suis très intéressé de voir si jamais il va pouvoir rester en santé. Parce que quand il est en santé, ce joueur-là, c'est un excellent joueur. Très bon choix, Anthony. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il peut en surprendre plus d'un. Reste à voir s'il va être capable de rester en forme. On sait que le tournoi Orlando, ça risque d'être très physique. Un enchaînement assez intense de matchs. Donc, j'ai hâte de voir s'il va répondre à la demande. Mais c'est sûr que, selon moi, là, il est revenu en forme et j'espère que ça va durer. Sinon, mon troisième joueur, c'est Carl Duncan. J'y vais un petit peu plus dans la jeunesse. C'est un joueur qu'on a découvert en MLS, surtout la saison dernière, parce qu'il avait seulement fait 4 matchs en 2018. Il en a fait plus d'une dizaine en 2019. Donc, c'est un joueur qu'on a commencé à apprivoiser en MLS. Moi, je l'ai également connu en USL avec les Red Bulls. Donc, c'est le latéral droit, c'est ça, Carl Duncan des Red Bulls de New York. Et vraiment, là, cette saison, j'ai l'impression qu'il va prendre une place importante dans cette équipe-là. Puisque Michael Murillo est parti en Belgique. Donc, c'est lui qui va vraiment prendre la place de latéral droit si les choses restent ainsi. C'est lui, il avait débuté les 2 premiers matchs de la saison 2020. Il était également apparu dans l'équipe de la semaine. Donc, vraiment, c'est un joueur que j'ai l'impression que le fan moyen de MLS risque de découvrir vraiment cette saison. J'ai l'impression qu'il va pas mal apparaître dans les écrans de tous les fanatiques de MLS parce qu'il va prendre de l'importance dans le jeu des Red Bulls. Et vraiment, il a tout simplement été phénoménal lors des 2 premiers matchs. Pour un latéral droit, là, 2 passes décisives et un but en 2 matchs, c'est assez fou. Donc, il a seulement 22 ans. Là, donc, si là, il confirme cette saison, là, ça risque d'être un des prochains joueurs MLS à partir parce que les latéraux, souvent, c'est une denrée rare dans le soccer, dans le foot européen et tout. Donc, c'est sûr que s'il continue comme il l'a fait en 2020, là, il risque d'être très vite repéré par une équipe là, en Europe.
Oui, effectivement, Kyle Duncan, on en a parlé quand on avait fait le guide, Antoine et moi, sur Culture Soccer, on avait parlé comme quoi ben, les Red Bulls, ils ont fait un grand turnover cette année, que ce soit au poste de gardien de but, en attaque, un peu partout, puis ça fait quelques années, c'est comme s'ils recommençaient à zéro. Dans ce cas-là, ben, ils ont vendu Michael Murillo, comme tu l'as dit, pour remplacer par Duncan. Je pense que dans ce poste-là, je pense que Duncan peut très facilement bien remplacer Murillo. Je trouve que ça va être un très, très, très bon joueur. Est-ce que les Red Bulls vont être extraordinaires cette année? Je doute très très fort. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Je doute très très fort. Après, bon, on va voir le contexte aussi avec le tournoi d'Orlando et il y a pas de, il y aura pas de supporters. Bon, pour les Red Bulls, ça change pas grand-chose parce qu'il y a jamais de supporters. Mais mais bon, on verra à ce moment-là ce qui va se passer par rapport aux Red Bulls. Mais pour Duncan, je pense que c'est un excellent choix. Je pense que c'est un jeune qui a montré de très 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 belles choses avec son équipe. Il y en a plusieurs dans cette équipe-là qui vont pouvoir prendre du temps de jeu, qui n'avaient pas de temps de jeu et qui vont en avoir un peu plus cette année. Et lui, il en fait partie, bien évidemment. Je pense qu'il sera, comme tu l'as dit, ben, ce sera le remplaçant direct, puis ce sera le titulaire à ce poste de latéral droit. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce point de vue-là. Alors. Donc voilà pour tes trois joueurs. Excellent choix, je trouve, Anthony. J'aime beaucoup tes trois choix, des joueurs qui vont surprendre en MLS. Moi, comme j'ai dit, je suis passé beaucoup plus avec des recrues parce que voilà, j'aime voir les recrues, ce qui est en train de la nouvelle génération de joueurs qui vont venir faire du bruit ici en MLS. Ben, nouvelle génération en MLS, ça veut pas dire que c'est des nouveaux qui sont tous jeunes, mais trois choix. Je vais commencer en premier par Louis Binks. Moi aussi, j'ai pris quelqu'un de l'Impact de Montréal. Louis Binks, c'est un défenseur central de 18 ans seulement, qui est venu directement de Tottenham Hotspurs, donc Premier League en Angleterre, et qui a signé à l'Impact de Montréal. Il a déjà joué 2 matchs avec l'Impact en MLS, mais il a aussi joué 2 matchs en Ligue des Champions aussi. Binks est un excellent joueur. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. D'habitude, je suis quelqu'un qui est assez sceptique sur les jeunes joueurs quand ils arrivent d'Europe parce que je me dis, bon, ils vont s'enflammer, il faut aller un peu doucement, il faut juste calmer, hein, il ne faut pas s'enflammer trop vite. Par contre, lui, il dégage une certaine sérénité. Il a l'air beaucoup plus mature qu'un défenseur lambda à cet âge-là. C'est quelqu'un qui est international anglais des moins de U16, moins 17, moins 18 et moins 19. Donc, il a fait toute la gamme des équipes nationales de l'Angleterre. Puis, j'ai adoré le voir jouer, tellement calme avec le ballon. Il parle beaucoup, il communique beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je m'attends à ce que il va avoir, c'est sûr, des hauts et des bas durant la saison. Il va pas être toujours extrêmement bon, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est un défenseur d'avenir. C'est un défenseur qui va faire beaucoup de bien à l'Impact de Montréal. Est-ce que tu as un avis par rapport à Louis Binks? Ouais, j'ai regardé les matchs, les 2 premiers matchs de la saison. Au niveau de l'Impact de Montréal, et vraiment, là, je ne m'attendais pas qu'il y ait un aussi grand impact dans l'effectif sitôt. Comme tu l'as dit, là, il est très jeune, il a seulement 18 ans, mais vraiment, là, sur le terrain, là, on voyait que sa présence en rassurait plus d'un là, dans l'effectif, et c'est ça vraiment. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Binks. C'est sûr que ça peut être un peu irrégulier au départ, là, on s'entend, il y a seulement 18 ans, mais comme tu l'as dit, là, c'est très prometteur là, comme départ, et j'ai hâte de le voir le restant de la saison. Là. Exact. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le deuxième joueur que j'ai choisi, c'est un joueur qui a signé à Cincinnati, et c'est Jürgen Locadia. Jürgen Locadia, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà vu jouer en Europe. Il a joué au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, mais aussi à Brighton en Angleterre. Il a été prêté à Hoffenheim où il a marqué 4 buts en 11 matchs.
Il a déjà marqué son premier but avec Cincinnati contre les Red Bulls le 1er mars. C'est un joueur qui est longiligne, donc assez grand de taille, mais pas lent. Il est capable de jouer derrière le dos de la défense, de faire des sprints, comme il est capable de jouer dos au but. Très complet comme joueur. Le seul petit problème, c'est qu'il a tendance parfois à se blesser, donc il va falloir faire attention. Il est jeune, hein, il a 26 ans. À 26 ans, c'est pas le genre de joueur que tu aurais vu signer en MLS il y a de cela 2-3 ans. C'est le genre de joueur qui peut encore exploser, et je pense qu'il va le faire parce qu'il est complet. Il est capable de tirer de loin, il est assez rapide, il est capable de jouer de haut but. Il faudra voir juste s'il sera en santé durant toute la saison. Moi, je suis très intéressé. Il y a beaucoup qui pensaient qu'il serait international hollandais très très vite quand il était jeune. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il a été appelé 2-3 fois avec l'équipe nationale senior des Pays-Bas. Par contre, il est jamais rentré sur la pelouse. Donc c'est pour ça qu'il a jamais encore participé à un match sous les couleurs de la sélection orange. Est-ce que tu as vu un peu ce qu'il est capable de faire, Jürgen Locadia, Anthony? Oui, c'est un joueur que jamais, il y a 2-3 ans, j'aurais imaginé jouer à MLS. Pour vrai, c'est ça. En 2018, il avait signé à Brighton. Je pensais qu'il allait percer en EPL, donc le voir à Cincinnati en 2020, moi, ça m'a surpris. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen de se relancer là, en MLS. Et c'est sûr, c'est un joueur de grand talent. Et même s'il était dans une spirale un peu plus négative dernièrement, là, en arrivant à Cincinnati, là, directement quand j'ai vu la signature, je me suis dit que il était déjà un des meilleurs buteurs en MLS. Donc, c'est sûr, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir en action cette saison. Là, il risque d'en surprendre plus d'un. Parce il arrive avec une certaine spirale négative, mais je suis sûr qu'il va finir dans les meilleurs buteurs. Là, j'en doute pas. Là. Surtout s'il reste en forme. Oui, effectivement. Après, il faut voir aussi comment Cincinnati va jouer avec leur nouvel entraîneur et Abstam. On en a parlé il y a 2 semaines dans ce même podcast-là. Mais voilà, je suis intéressé par voir ce qui va se faire. Je sais pas, moi j'aime bien la façon dont Cincinnati est construite. Cette année, ils ont l'air d'être un peu de loin meilleurs que l'année passée. En fait, c'est pas très difficile, mais vraiment, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile que Locadia ne fasse pas bien. Je pense que Locadia va avoir une bonne saison cette année. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire. Et le troisième joueur que j'ai choisi, écoute, comment je vais te dire, j'ai choisi un joueur que j'espère de tout mon cœur qu'il va très bien performer parce que c'est un joueur que j'ai adoré et que je trouve qu'il a un talent incommensurable et qui malheureusement a été trop perturbé par les blessures. Et c'est Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi a maintenant 33 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un international italien qui a été formé à Manchester United. Par contre, il a été extrêmement bon, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Angleterre. En Espagne, bien évidemment, avec Villarreal. En Italie, avec la Fiorentina. En Angleterre, un peu avec Manchester United. À Newcastle aussi. Mais par contre, c'est un joueur qui a eu 5 grosses blessures dans sa carrière, de très, très grosses blessures. Il a même eu aussi, à un moment donné, il a déjà été testé positif à un test de dopage. Par contre, il a été pardonné parce que ça a finalement été un avertissement. Bref, beaucoup de controverses autour de ce joueur-là. Par contre, point de vue soccer, point de vue technique, point de vue finisseur, c'est un attaquant extraordinaire. S'il est capable d'être en santé, je pense qu'il va tout exploser en MLS, même à 33 ans. Il est déjà rentré en jeu avec le Real Salt Lake pour une dizaine de minutes lors d'un match. Donc, il a l'air d'être prêt. Par contre, ça va lui prendre du temps avant qu'il soit vraiment prêt pour débuter un match. Faut pas oublier que son dernier match joué, il date du 20 mai 2018. Mais c'est un joueur que j'ai tellement aimé dans le passé que j'ai vraiment envie qu'il réussisse sa saison. Je veux pas qu'il marque 15 buts. Je veux au moins qu'il arrive à jouer
de semaine en semaine avec le Real Salt Lake. Est-ce que c'est un joueur je sais que d'habitude tu aimes beaucoup suivre le Real Salt Lake, mais c'est un joueur sur lequel tu vas garder un œil assez avisé, Anthony? Oui, c'est sûr. Il y a une très belle histoire et c'est sûr, c'est un peu moins le type de signature que le Real Salt Lake fait d'habitude, mais j'ai vraiment hâte de le voir aller. C'est plus le genre de joueur que moi je m'attendais qui ait joué par exemple au Cosmos de New York pour leur entrée en ISA en Division 3, parce que je me disais il y a déjà joué à la Fiorentina, le propriétaire du Cosmos est un actionnaire dans le club, je me disais italien aussi, mais le Real Salt Lake c'est très intéressant, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire et c'est pas complètement fou qu'il ait signé aux États-Unis également, là, parce que très peu le savent, mais Giuseppe Rossi, là, il est né aux États-Unis et au New Jersey. Là. Il est seulement allé en Italie à l'âge de 13 ans pour terminer pour débuter sa formation à Parme. Mais vraiment, là, son début là, au niveau du soccer, ça a été fait au New Jersey. Parce que son père était entraîneur et vraiment, c'est intéressant de le voir revenir pour le voir revenir là, dans son pays natal. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, je lisais ça dernièrement, mais Rossi, en 2006, avait failli aller avec la sélection américaine. Si vous vous rappelez d'un podcast qu'on a fait récemment avec Pierre Barrieux, là, que la Coupe du Monde 2006 n'avait pas été là, très, très impressionnante au niveau des États-Unis. Seulement un nul face à l'Italie. Le reste, c'était des défaites face à la République tchèque et au Ghana. Mais quelle aurait été la Coupe du Monde des Américains avec un Giuseppe Rossi en tant que buteur? J'aurais aimé voir ça, mais vraiment, c'est ça. C'est le fun de voir un Américain revenir. C'est sa première expérience aux États-Unis et je pense que vraiment, s'il se remet en forme, là, il peut avoir un bel impact là, dans l'effectif du Real Salt Lake, surtout en tant que mentor avec les jeunes de l'académie. Et vraiment, non, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire et vraiment, les premiers matchs, il ne faut pas être trop sévère avec lui. Là. Oui, exactement. Et ça va prendre un peu de temps. On le sait. On le sait que ça va prendre un peu de temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Être dans un club un peu familial, qui n'a pas l'habitude d'avoir de grandes stars, où il y aura beaucoup moins de pression médiatique, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Il va pouvoir prendre son temps avant de redémarrer. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il est dans le contexte qu'il lui faut. En tout cas, je croise vraiment les doigts très fort. Puis j'ai hâte de voir s'il va être capable de retrouver au moins genre de temps en temps des petites bribes de son talent et nous les montrer en MLS parce que ce sera extraordinaire. C'est un joueur avec tellement de talent que j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre de nouveau. Donc voilà pour mes 3 joueurs à moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, Anthony, ou c'est sûr on avait plein d'autres joueurs qu'on aimerait nommer. On n'allait pas nommer des joueurs comme Carlos Vela parce qu'il est toujours très bon. On avait d'autres choix, bien évidemment. Donnez-nous votre choix à vous. N'hésitez pas à nous donner votre choix par rapport à ces joueurs-là qui, selon vous, vont surprendre en MLS. Voilà. Je ne sais pas, Anthony, si tu as quelque chose à ajouter. Ben moi, j'inviterais nos auditeurs, s'ils veulent qu'on parle d'un sujet en particulier, de nous les donner parce que, veut pas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de soccer et on essaie de renouveler avec des 11, des sujets vraiment un peu qu'on ne ferait pas d'habitude, mais vraiment, là, si vous avez des sujets que vous aimeriez avoir notre avis ou des sujets que vous aimeriez qu'on parle, on est toujours ouvert aux suggestions parce que si on suit à M. Jeff Larentowicz, vraiment, il n'y aura pas de MLS d'ici juillet, donc il reste encore un gros mois à attendre patiemment. Voilà, on espère que ce gros mois-là va se passer le plus vite possible et on espère revoir du soccer très très vite. Ce sera tout pour cette semaine, pour cet épisode de Culture Soccer. Merci encore Anthony de t'être rendu disponible et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.